c'est bien que justement, ça serait bien, c'est que tu parles justement de cette expérience et puis que tu nous dises aussi un petit peu comment tu as fait justement pour t'en sortir, quels ont été les leviers en fin de compte de ta résilience, hein, clair. Donc ton livre, parce que bon, j'ai lu ton livre, c'est vrai que bon, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage très très fort. Enfin, moi je sais que quand je l'ai lu, c'est vraiment un livre qu'on lit pratiquement à toute vitesse, parce que j'étais presque à bout de souffle à un moment donné, parce que c'était tellement fort, et puis bon, c'est cadencé par du rap. Donc c'est ta création, c'est ton rap à toi Tout à fait, c'est ma création. Alors en fait, les textes de rap qui sont contenus à l'intérieur en alternance avec le récit sont en effet des textes que j'écrivais à l'époque du collège. Donc c'est au travers de l'écriture déjà au collège que j'ai commencé un peu à extérioriser la souffrance que je pouvais avoir à l'intérieur de moi en fait. Et donc effectivement, ça a été les premiers mots que j'ai pu mettre sur cette souffrance que je vivais à ce moment-là au collège. Voilà, donc peut-être je vais commencer un peu par le début, donc tu racontais un peu ce qui s'est passé pendant cette scolarité, et après parler des conséquences et de parler comment je suis sortie de ça et ce que je fais actuellement, les messages que je cherche à faire passer aujourd'hui. Donc en fait, pour venir un peu au début, en fait moi ce phénomène de harcèlement a commencé dès mon entrée au 6e, donc au collège. Puisque avant, enfin j'ai passé des années de maternelle et de primaire qui sont extrêmement bien passées, donc j'étais très bien intégrée par les autres. J'avais beaucoup d'amis garçons parce qu'à ce moment-là j'étais assez garçon manqué, j'aimais bien jouer au foot, enfin les gens un peu sportifs, donc j'avais pas mal d'amis garçons. Et voilà, j'avais de bons résultats scolaires, je prenais vraiment plaisir à aller à l'école. Donc voilà, j'étais vraiment épanouie et bien. Voilà, donc ça a complètement changé dès mon entrée au collège, à partir du moment où je suis rentrée en 6e. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas retrouvé d'anciens camarades du primaire dans ma classe, arrivée en 6e. Et donc je me suis retrouvée un peu exclue dès le départ, dans la mesure où la plupart des autres élèves de ma classe se connaissaient déjà. Donc il y avait déjà les groupes se forment généralement assez vite. Donc il y avait déjà des petits groupes, les filles étaient souvent en duo, les garçons en groupe un peu plus important. Et dès le départ, du coup, je me suis retrouvée un peu exclue parce que je connaissais personne. Donc voilà. Et donc les faits de harcèlement ont commencé très peu de temps après la rentrée, je dirais peut-être une semaine ou 2 semaines après la rentrée. Donc ça a commencé par 2 filles en fait dans ma classe, donc les meneuses, qui ont commencé à m'agresser sur mon physique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, à l'âge de 7 ans, en fait, j'ai eu un accident de voiture assez grave qui m'avait laissé comme séquelle une légère déviation de la mâchoire, en fait. Donc c'est parti, ce harcèlement est parti d'un surnom dévalorisant en lien avec mon physique et également en lien avec mon style vestimentaire, puisque j'étais pas du tout dans le moule, parce que je portais pas de marque, parce que j'étais voilà un peu décalée par rapport aux autres. Enfin, je m'étais, pour moi le style vestimentaire, mon style vestimentaire c'était pas important, donc je mettais un peu ce qui me tombait sous la main. J'étais souvent en jogging, plutôt très décontractée. Et du coup j'étais décalée par rapport aux autres filles de ma classe. Et donc ça a commencé donc en lien avec mon physique, ça a commencé sur des brimades aussi en lien avec ma manière de m'habiller. Et donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé par ces 2 filles, et après dans le harcèlement, souvent donc ça commence par 1 ou 2 personnes, et puis après les autres suivent le mouvement. Donc c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne, c'est-à-dire que très peu de temps après, il y a d'autres élèves de ma classe qui ont commencé aussi à m'agresser sur mon physique et sur ma manière de m'habiller. Et après, même des élèves de mon établissement que je connaissais même pas, donc qui étaient hors de ma classe, qui, j'avais l'étiquette déjà dès le début. Et donc il y avait des faits de harcèlement, donc ça se passe dans tous les lieux en lien avec le scolaire, c'est-à-dire à la fois en pleine salle de cours, où je vivais malheureusement le quotidien de beaucoup d'élèves, c'est les boulettes de papier dans le dos, c'est les tapes dans la chaise de manière incessante, c'est les claques dans la tête, en pleine salle de cours. Après il y avait aussi dans la cour de récréation, où là j'étais plutôt exclue par les autres, donc je me retrouvais souvent seule, de même qu'à la cantine aussi, où souvent dans le réfectoire je me trouvais exclue par les autres. Et donc c'était essentiellement du harcèlement moral, mais en fait c'est celui qui a laissé le plus de traces.
et un peu du harcèlement physique aussi, notamment en cours d'EPS, donc dans les vestiaires où là c'était plus physique. Et j'ai des souvenirs aussi assez douloureux des trajets de bus scolaires, où là aussi je me prenais pas mal de tapes dans la tête. Donc voilà, donc il y avait, c'était vraiment dans tous les lieux en lien avec le scolaire. C'était extrêmement difficile à vivre, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que quand ça a commencé, quand j'ai commencé à être victime de ça, j'ai pas su comment réagir sur le coup. C'est-à-dire que, c'était vraiment, pour moi, je ressentais vraiment ça comme de la violence gratuite, et à ce moment-là, je savais même pas que ça pouvait exister comme ça, de la violence gratuite. Et donc au début, je me suis dit, bon bah, je vais ignorer en quelque sorte, je vais laisser faire, et puis au bout d'un moment, je faisais comme si ça me passait au-dessus, alors que dans le fond, ça me touchait, bien sûr, mais je faisais comme si, comme si j'étais indifférente et que ça me touchait pas. Sauf que, du coup, ça n'a pas été efficace, parce qu'il continuait à me titiller. Donc au bout d'un moment, j'ai changé de stratégie et j'ai commencé à répondre un peu de la même manière qu'eux, en fait, à adopter un peu une autre attitude sur la défensive, bien sûr. Mais ça n'a pas été efficace non plus, puisqu'ils réutilisaient des mots que je pouvais utiliser pour m'humilier encore davantage. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai vu que finalement, quel que soit le comportement que j'adoptais, le résultat était le même, c'est-à-dire que j'étais toujours victime, je me suis complètement renfermée sur moi-même. Donc voilà, je me suis complètement renfermée sur moi-même. Donc les conséquences directes de ces faits de harcèlement, c'est que je me suis retrouvée directement à partir de mon entrée au 6e en échec, donc avec avertissement au travail à tous les trimestres. Donc ça a eu un impact directement sur la scolarité. J'avais également beaucoup d'absences en fait à ce moment-là, puisque je m'invente, entre guillemets, j'inventais des maladies imaginaires, des maux de tête, des maux de ventre, pour pas aller au collège. Voilà, et aussi, il m'arrivait de carrément aussi sécher les cours, c'est-à-dire que le bus me déposait devant le collège, mais je rentrais pas dans le collège et j'allais zoner un peu autour du collège, me cacher un peu pour éviter d'y aller. Ce qui s'est passé aussi, c'est que donc ça a commencé donc en 6e et ça a continué 5e, 4e, 3e, en fait, ces faits de harcèlement. Alors que je ne retrouvais pas, j'ai pas retrouvé les mêmes élèves dans chaque classe. C'est-à-dire, je changeais de classe, mais les mêmes faits de harcèlement recommençaient à ce moment-là. Donc ça, je l'explique de deux manières, de deux façons. C'est-à-dire, la première, c'est que les jeunes, ils parlent beaucoup entre eux. Donc, je veux dire, une étiquette de victime, elle est très vite mise sur la tête. Et la deuxième, c'est que qui dit harcèlement scolaire dit forcément, ça a un impact directement sur la confiance en soi, de se faire toujours répéter, t'es moche, t'es nul, t'es complètement, va te prendre, des choses comme ça. C'est vrai que ça marque forcément l'estime de soi. Et qui dit estime de soi, donc bafoué, ça veut dire vulnérabilité. Et qui dit vulnérabilité dit cible idéale. Donc, après, on rentre dans une sorte de cercle vicieux, dont il est très difficile de sortir. Et voilà, donc ça a continué ces années suivantes, donc avec toujours avertissement de travail à tous les trimestres, toujours une grande détresse à l'intérieur de moi qui grandissait, un sentiment d'incompréhension et d'injustice aussi, en fait, qui était vraiment très fort et très ancré en moi, parce que vraiment, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi est-ce que je subissais ça. Et malheureusement, comme dans beaucoup de situations, que ce soit dans le harcèlement scolaire ou dans toute situation, la victime va avoir tendance à se sentir coupable, en fait. Il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui peu à peu va s'installer en soi, parce qu'on se demande pourquoi moi. On se demande peut-être que je l'ai mérité, en fait, parce que puisque personne ne réagit autour de soi, moi il y avait des faits qui se passaient en pleine salle de cours, puisque les autres élèves soit ne disaient rien, donc ils ne disaient rien consent, soit rigolaient et donc encourageaient les faits de harcèlement, puisque les adultes qui étaient présents ne réagissaient pas non plus forcément. Au bout d'un moment, on se dit peut-être que, entre guillemets, toute cette violence est légitime, c'est-à-dire peut-être que c'est normal en tant que gosse, quand on vit ça et qu'on voit que personne ne réagit, on a l'impression en fait que c'est normal. Et donc du coup, ça pousse pas soi-même à en parler à un adulte. Donc en fait, moi j'arrivais pas à en parler, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ce phénomène de harcèlement est ressorti, puisque comme je disais, donc j'avais beaucoup d'absences, j'avais quelques absences injustifiées. Et un jour, donc la CPE de mon établissement a convoqué ma mère et moi-même dans son bureau, pour me poser la question, pour me dire, écoute Noémia, t'as plusieurs absences qui sont pas justifiées, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, quoi.
Et donc moi au début, je voulais pas en parler parce que voilà, cette peur, ce sentiment de honte, etc. Donc elle m'a titillé. Au bout d'un moment, j'ai fini par tomber en pleurs. Et voilà, j'ai raconté ce qui se passait. J'ai dit voilà, je suis victime. Alors je sais pas si j'ai employé le terme harcèlement parce qu'on n'en parlait pas, ce thème n'existait pas à l'époque. Mais j'ai dit voilà, je suis la cible de 2 filles en particulier dans ma classe, d'autres élèves de la classe, d'autres élèves de l'établissement que je connais même pas. En gros, j'en peux plus quoi. Et donc cette CPE a convoqué ces 2 élèves dans son bureau. Du coup, les a menacés de 2 heures de colle en fait si elles continuaient les agissements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, ça a recommencé de plus belle. Elles m'ont traité de balance en me disant que j'aurais jamais dû dire tout ça. Enfin, ça a été pire. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suivi de la part de cette professionnelle en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais revenue vers moi pour me demander si les faits de harcèlement avaient cessé en fait. Et moi, comme j'étais pas bien, j'ai pas osé moi en reparler. Et ma mère a pensé que ça s'était rétabli puisque je n'en reparlais pas. Donc elle a pensé que c'était juste une petite passade en fait quoi, petite entre filles. Et du coup voilà, donc il y a eu ça, donc ça a permis d'être révélé, mais après ça a continué ensuite 5e, 4e, 3e, sans qu'il y ait après aucune question qui soit posée tant sur mes absences que sur mes résultats scolaires quoi. Donc ça a été vraiment une période pour moi, ces 4 années de très grande souffrance intérieure, avec le sentiment des paroles vraiment négatives qui résonnaient en moi. Et comme je le dis, je pense que ce qui m'a sauvée à ce moment-là, parce que je suis passée par des moments assez difficiles, même quand on vit ça, c'est tellement, en fait on peut dire, c'est des micro-violences en fait, c'est des sortes de micro-violences, mais qui répétées en fait très vite deviennent insupportables. Et du coup, je pense que ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est vraiment la faculté que j'ai eue à pouvoir extérioriser par l'écriture. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée parce que je suis passée par des idées noires. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes qui vivent ça, on passe par des idées très noires, suicidaires, de fugue. Vraiment l'envie de partir loin en fait parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue quoi. Donc ça a été extrêmement difficile et heureusement que j'ai eu l'écriture. Et donc voilà, donc j'ai commencé. Pourquoi le rap? Alors parce que finalement c'est ce que j'ai. Je suis tombée une fois sur une chanson comme ça, je connaissais pas, et c'est pas tant les paroles en fait qui m'ont parlé, mais c'est plus la rage qu'il y avait à l'intérieur en fait du rap. C'est-à-dire cette rage qui finalement résonnait avec ma propre rage que j'avais à l'intérieur de moi. Finalement ça me permettait d'évacuer d'une certaine manière, d'en écouter, même si les paroles me parlaient pas forcément. Et c'est ce qui m'a permis ensuite aussi de mettre à l'écriture et d'écrire mes propres textes. Donc je vais vous en lire quelques extraits pour vous montrer un peu ce que je pouvais écrire à l'époque et comment est-ce que je pouvais exprimer cette souffrance que j'avais à l'intérieur. Un matin, je me suis levée comme toujours et la nuit a subtilement remplacé le jour. Autour de moi, le monde est subitement devenu sourd. C'est comme si brusquement j'avais basculé en enfer. Je n'ai pas changé, pourquoi est-ce qu'on m'enferme? Condamné mais non coupable, comprendre j'en suis bien incapable. Depuis ce jour, dans ma tête je cours, portant un fardeau de plus en plus lourd. Dans ma tête, une prison, victime d'exclusion, pas de réaction, de perpétuelle désillusion. Prise de conscience amère, confiance en moi à terre. Je me sens pas à ma place dans ce monde comme si j'étais pas sur la même longueur d'onde. Quand je me vois dans la glace, j'ai un air hagard. Je me vois courir à toute vitesse vers la gare, direction un monde parfait, ce rêve. Combien de fois je l'ai fait? Certains mots tuent, mais ces mots tuent et bouche cousue, je n'en veux pas plus. J'encaisse comme je peux, mais je suis fatiguée, et ne vous étonnez pas si ma colère est attisée. La douleur me prouve que je suis encore vivante, j'ai le cœur serré, la tête vide, plus rien n'y rentre. Solitaire par défaut, démoli par des mots, leur mot d'ordre n'est pas beau, c'est tolérance zéro. J'avance tête baissée, peut-être blessée, chaque jour qui passe davantage stressée. Aujourd'hui, mon regard tue, et je sature bien trop longtemps que ce cauchemar dure. L'inspiration me lance, je rappe en cadence, dans ma tête les rimes courent, les rimes dansent. Pour faire traduire ce que je pense sur ce papier, je dois dire que, dans cet océan de douleur, je n'ai pas pied. Entraîné par le courant, je tente de m'accrocher à n'importe quoi, un caillou, un bout de bois, un rocher. J'avance avec l'impression bizarre de reculer, comme si sur mon front il y avait marqué recalé, comme si tout près du but j'avais manqué de caler. J'ai plus grand chose, on m'a tout pris. J'hésite encore entre rap ou cri, je vois le monde en 2 couleurs, noir ou gris. Dans ma tête règne une étrange mélodie qui dénonce en permanence tous les non-dits.
Le rap pour lutter contre la déprime, un seul mot d'ordre, la qualité prime. Seul face à mon destin, je trime, on me regarde de travers comme si c'était un crime. Voilà, donc c'était le type de texte que je pouvais écrire à l'époque et qui me permettait d'exprimer en quelque sorte, je pense, de la meilleure manière qui soit, voilà, ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Donc voilà, donc ces 4 années de collège extrêmement difficiles. J'ai donc des résultats catastrophiques. Au deuxième trimestre de cette année de 3e, en fait, on me propose le redoublement, en fait. C'est-à-dire parce que j'avais des résultats vraiment bas, donc on me propose de redoubler, on me propose le redoublement. Et là, je me dis, mais enfin, je peux pas, enfin, je me sens pas de passer un an de plus dans cet établissement, quoi. C'était vraiment extrêmement difficile. Je m'étais projetée justement dans la sortie. Et là, le fait de peut-être devoir y passer un an de plus, je me disais, c'est pas possible, quoi. Et du coup, j'ai réussi au 3e trimestre à faire un effort, parce qu'en fait, c'était pas une question de potentiel, c'est que j'avais vraiment de grosses difficultés à me concentrer du fait des brimades quotidiennes. J'avais du mal à me mettre au travail. En classe, j'avais du mal à me concentrer. Mais du coup, là, j'ai fait un gros effort et je me suis mis, j'ai réussi à augmenter ma moyenne de 3 ou 4 points et obtenir le passage au lycée, en seconde. Donc à partir de ce moment-là, ça a été la libération, à partir du moment où je suis rentrée au lycée, puisque j'ai pas retrouvé d'anciens élèves du collège dans ma classe, un peu miraculeusement, parce que pourtant, enfin, l'établissement était situé dans la même ville, donc potentiellement j'aurais pu en retrouver. J'ai eu la chance de pas les retrouver, donc très rapidement j'ai pu me faire des amis, un bon groupe d'amis. Enfin, d'un point de vue relationnel, en fait, tout s'est rétabli à ce moment-là. Sauf que malheureusement, 4 ans de harcèlement, 4 ans de brimade, 4 ans de tout ça, ça a laissé des traces qui m'ont poursuivi donc bien après. C'est-à-dire que, donc, notamment au niveau des résultats scolaires, donc j'avais accumulé pas mal de lacunes. Et enfin, là où ça a eu l'impact le plus fort, ça a été au niveau de ma confiance en moi, qui était complètement nulle à partir du moment où je suis rentrée en seconde. Donc j'avais absolument plus confiance en moi. Ça s'exprimait physiquement par le fait que j'étais incapable de regarder dans les yeux, c'est-à-dire que même mes camarades arrivés en seconde, je pouvais pas les regarder dans les yeux. J'avais pris l'habitude de regarder par terre, c'est-à-dire que physiquement, quand je marchais, je regardais par terre, et même avec mes amis, en fait, c'est une qui m'a fait la remarque, une fois j'étais chez elle et elle essayait de me maquiller, et là elle s'est rendue compte que mes yeux étaient verts, en fait. Mais c'est-à-dire que j'avais vraiment pris cette habitude de pas regarder dans les yeux. Je pouvais pas, parce que les autres au collège me renvoyaient tellement de choses mauvaises que c'était une habitude que j'avais pris. Et après, ça a été tout un effort qui a dû être fait, enfin que j'ai fait seule, en fait, pour pouvoir justement regarder les autres dans les yeux et réapprendre finalement tout ça, quoi. Donc voilà, des lacunes qui font que je redouble cette année de seconde. Je me retrouve avec d'autres élèves, je me refais d'autres amis, bon voilà, relationnel, tout va bien. J'obtiens un passage en première scientifique. Et là, je m'écroule complètement. C'est-à-dire que j'ai vécu à ce moment-là un premier gros épisode dépressif. En lien complètement avec la confiance en moi, puisque d'un coup je me sentais plus capable de rien, je me sentais complètement foutue, quoi. Et ça faisait vraiment écho avec ce que je ressentais au collège, et ce sentiment malheureusement aussi était fortement poussé par le fait que j'ai pas eu forcément beaucoup de chance, et je suis tombée sur des professeurs qui m'ont extrêmement dévalorisée, en fait. C'est-à-dire qu'ils me disaient que j'arriverais jamais à rien, que je fonçais droit dans le mur, que j'aurais jamais le bac. Et du coup, ça a rajouté, enfin, j'essayais peu à peu, en fait, de me relever, finalement, de tout ça, de ce que j'avais déjà vécu au collège, c'était extrêmement difficile. Peu à peu, j'essayais de me relever, et de reprendre ces paroles-là, et de la part d'adultes, ça a été extrêmement difficile à encaisser. Et donc, j'avais vraiment, durant cette année première, des résultats catastrophiques, avec 1 de moyenne en physique, 5 en maths, 7 en SVT, des notes à peine meilleures en matière littéraire. Et là, je me suis dit, je peux pas rester dans cet établissement, en fait, parce qu'effectivement, si je reste dans cet établissement, le bac, je l'aurai jamais. C'est-à-dire, ce qu'il me disait, enfin, c'était tellement imprégné, et tout le monde en était tellement persuadé autour de moi, que je me suis dit, enfin, c'est pas dans ce contexte-là qu'effectivement j'aurai le bac. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de changer d'établissement. Donc, j'ai fait plusieurs demandes, donc sachant mes résultats, enfin, j'ai fait plusieurs demandes un peu autour des établissements qu'il peut y avoir vers chez moi. Toutes les demandes ont été rejetées puisque j'avais ces résultats catastrophiques, puisque l'année terminale était l'année du bac, donc aussi l'année des statistiques, donc bref.
Voilà, il y a un seul établissement qui a bien voulu me prendre et qui se situait à 200 km de chez moi, à Digne-les-Bains. Voilà, donc si j'allais là-bas, effectivement, j'étais obligée de le faire ma scolarité en internat pendant cette année-là. Donc il y avait à la fois une envie de partir et à la fois le risque que, là, c'est vrai que j'étais bien intégrée dans cet établissement. Partir, c'était quand même prendre le risque d'y aller en internat encore plus, parce que si j'étais re-victime de harcèlement, c'était ça peut être très compliqué quand on est en internat, il n'y a pas de ressources possibles. Mais ce désir-là était plus fort que le reste, donc j'ai pris la décision d'aller dans cet établissement. Ça a été vraiment, ça m'a réconcilié avec c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Je me suis retrouvée avec 2 filles qui étaient vraiment sympas. Voilà, j'ai pu reprendre confiance en moi à ce moment-là. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique cette année aussi, envers et contre tout. Et là, je me suis dit, ça y est, maintenant, c'est derrière moi tout ça. C'est-à-dire, j'ai le bac, maintenant je vais pouvoir commencer un cursus, le cursus qui me correspond. Voilà, c'est fini. Maintenant, je peux me reconstruire, quoi. C'est fini. Et en fait, non, c'est-à-dire que ça m'a poursuivi même après l'obtention de mon baccalauréat. C'est-à-dire que dans le sens où j'ai commencé donc un cursus de fac de médecine. Je suis tombée en dépression au bout de 3 mois. Enfin bref, toujours en fait le même schéma qui s'est répété. C'est-à-dire que au niveau de la confiance en moi, d'un coup elle partait, plus capable de me projeter dans l'avenir, dépression, crise d'angoisse aussi à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai fait un peu mes premières crises d'angoisse aussi. Donc voilà, donc au bout de 3 mois j'arrête. Je décide de commencer un autre cursus après réflexion. Après tout était vraiment, c'était réfléchi quoi. Pareil, je recommence un autre cursus de fac, c'est exactement le même schéma se répète. Au bout de 3 mois, je tombe en dépression, sentiment d'être foutu. Voilà, exactement le même schéma qui se répète. Je recommence un autre cursus. Donc ça reste dans la même sphère en fait, médecine, psychologie, éducation spécialisée. Donc là, je recommence une formation. Et là, exactement le même schéma qui se répète, mais encore plus fort. C'est-à-dire vraiment, là, je suis tombée à un point où j'ai pensé à ce moment-là que j'étais pas capable de me relever, quoi. C'est-à-dire, j'étais passée par des épisodes de dépression, mais là, à ce moment-là, je devais avoir 21 ans ou 22 ans, et je me suis dit, je me relèverais pas. C'est-à-dire, c'était vraiment extrêmement frustrant à vivre parce que j'avais l'impression vraiment de commencer un cursus qui me correspondait. Et finalement, pour des événements qui n'étaient pas dans le présent, c'est-à-dire que dans le présent tout allait bien, j'avais un bon relationnel, tout allait bien en fait, mais j'avais comme l'impression d'avoir une sorte de boulet au pied en fait qui était présent et qui me suivait, et j'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était vraiment extrêmement difficile à vivre, et surtout que moi j'ai tendance à analyser les choses, donc à analyser quand on a conscience des choses, tout ça, c'était vraiment dur. Et je me suis dit, mais finalement, je vais revivre tout le temps le même schéma. C'est-à-dire, je vais commencer un cursus et je vais retomber dans ce schéma de dévalorisation et d'auto-échec, finalement. Je me mettais moi-même en échec et j'arriverai finalement jamais à me construire. Donc, au bout de 3-4 tentatives, et finalement, avec le même schéma qui se répétait, je suis passée par un épisode où j'ai voulu en finir, en fait, parce que... il y avait pas de sens. À ce moment-là, je tombais vraiment très très bas, et je me suis pas vue me relever. Donc, j'ai fait une tentative de suicide à ce moment-là, et donc je m'en suis sortie. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai commencé à écrire, et au-delà du rap, à mettre des mots sur ce que j'avais pu vivre en fait. C'est-à-dire qu'à la base, ce livre qui s'intitule là De la rage dans mon cartable, à la base, c'était pas du tout destiné à être publié comme ça officiellement. À la base, c'était une sorte de testament en fait que j'adressais à ma mère, et qui exprimait finalement tout ce que j'avais pu vivre au collège, parce qu'en fait mes parents n'ont pas tout su, ont su très peu de choses finalement. Ils l'ont su bien après les faits. C'est-à-dire, j'ai commencé à en parler avec ma mère quand j'étais en première, quand j'ai commencé à être en dépression, mais elle est loin d'avoir tout su. Et du coup voilà, donc j'ai exprimé par écrit. C'était plus qu'un besoin, c'était une nécessité, c'était vital à ce moment-là d'écrire. C'était ça ou mourir. Donc je me suis mise à écrire, et finalement le fait de pouvoir mettre des mots sur mes mots MAUX, le fait de pouvoir prendre de la distance par l'écriture, ça a été comme une sorte de libération en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Et du coup, après, des portes se sont ouvertes sans que j'arrive forcément à expliquer.
Enfin, en fait, finalement, quelques temps plus tard, après avoir écrit ça, donc ça m'a fait du bien, mais j'étais toujours complètement en quête, c'est-à-dire que je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, quoi. J'étais complètement paumée, complètement perdue. En surfant sur le net un peu par hasard, je suis tombée donc sur le site d'une association, la première association qui a été créée de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc avant, enfin, il faut savoir que voilà, maintenant depuis 3 ans à peu près, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites sur ce phénomène, mais avant on n'en parlait pas du tout, il y avait rien. Donc du coup, je suis tombée sur le premier site qui a été créé, et en cliquant dessus, donc j'y vais, et je me retrouve complètement dans tout ce qu'ils énonçaient, dans les faits, dans les conséquences. C'était la première fois en fait que je pouvais me retrouver officiellement dans ça. Et du coup, le président de cette association recherchait des témoignages d'anciennes victimes en fait. Donc je l'ai contacté par le biais de ce site en lui envoyant mon témoignage mais raccourci quoi, qui devait faire 2 pages. Et de là, il m'a recontacté très peu de temps après pour me dire oui, effectivement, enfin votre témoignage est tout à fait représentatif de beaucoup de victimes de harcèlement et d'anciennes victimes. Et à ce moment-là, il y avait une émission sur la 5 qui était organisée donc sur le thème du harcèlement scolaire. Le magazine de la santé en fait organisait un plateau sur ce thème. Et il m'a dit, écoutez, je vais participer à cette émission en tant que professionnel. Et il recherche une ancienne victime de harcèlement. Est-ce que vous accepteriez de venir témoigner à nos côtés en fait? Donc moi à ce moment-là, j'étais complètement out quoi. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis dit, bah oui, ça peut être quelque chose de justement, enfin c'est important justement qu'il y ait des personnes qui viennent témoigner de ça, justement parce qu'il faut en parler, c'est important d'en parler à ce moment-là, on n'en parlait pas encore vraiment, et c'était tout juste au début où il y avait les campagnes de sensibilisation, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont fait cette émission là-dessus. Donc du coup, j'ai accepté, donc je me suis lancée. Donc c'est là la première fois que j'ai rencontré ce monsieur sur le plateau où j'ai témoigné. Et ensuite, j'ai écarté un lien avec ce président, et c'est lui qui m'a permis, après, quelques temps après, 1 an, je crois, après, de témoigner pour la première fois dans un établissement scolaire. Donc là, pareil, pour eux, c'était une première expérience de faire témoigner une ancienne victime. Pour moi aussi, bien sûr. Donc c'était donc dans un collège, donc ça me renvoyait complètement à la période où j'avais, moi, vécu ça, le collège. Donc je savais pas du tout, d'un point de vue émotionnel, ce que ça pouvait me renvoyer, comment j'allais pouvoir réagir finalement. C'est-à-dire c'est bien gentil de témoigner sur un plateau de télé, mais enfin même si c'était en direct, c'est pas pareil que de témoigner devant des jeunes finalement qui renvoient ce qu'on a soi-même vécu quoi. C'était assez compliqué. Mais comme je suis quelqu'un qui me lance assez facilement, je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai accepté de venir témoigner. Donc c'était des groupes de 90 élèves de 4e et 3e. Je les ai rejoints, donc j'ai fait l'intervention avec eux, et ça s'est passé de manière complètement, c'est vraiment extrêmement bien passé, dans la mesure où, enfin, il y avait vraiment une attention extrême ça durait 2 heures l'intervention, 2 heures par intervention, j'en ai fait 4 dans la journée, et on sentait vraiment que les jeunes étaient attentifs et concernés en fait, parce qu'effectivement le harcèlement scolaire, ça concerne chacun, soit en tant que victime, soit en tant que harceleur, soit en tant que témoin en fait. Chacun est concerné par le harcèlement. Donc il y a eu extrêmement de questions pertinentes, il y a eu extrêmement d'échanges intéressants entre eux et moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y avait eu aussi à ce moment-là pas mal d'événements malheureux qui s'étaient passés, de jeunes qui avaient été médiatisés parce qu'ils s'étaient suicidés en lien avec ils avaient été victimes de harcèlement scolaire dans leur établissement, donc des jeunes de 11, 12, 13, 14 ans. Et je trouvais ça vraiment dramatique, ça m'a touché vraiment fortement, parce que ça semble tellement inconcevable et tellement inimaginable en fait ça, que l'école puisse être source comme ça de telles souffrances, alors que ça devrait être un lieu où justement on se construit, on apprend à grandir sur des valeurs pour ensuite être dans la société quoi. Et ça m'a vraiment touché dans le cœur, ça m'a fait beaucoup vraiment mal quoi de savoir ces morts injustes, et ça m'a vraiment touché. Et du coup je me suis dit moi je suis passée par des choses extrêmement difficiles, je suis passée par des passages où j'ai vécu beaucoup de souffrance, où vraiment j'ai été confrontée à l'injustice très très forte. Mais je suis encore là, et du coup peut-être que je peux jouer un rôle justement pour essayer d'éviter que ce genre de phénomène arrive, c'est-à-dire que ça aille jusqu'à là. Et donc c'est à partir de là que il y a des portes qui sont ouvertes en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré une journaliste qui écrivait un article sur le harcèlement scolaire dans Psychologie Magazine,
qui elle a découvert ce livre que j'avais commencé à écrire dans ma période où j'étais au bout, que j'avais publié en auto-édition sur un site, donc qu'il a lu et qui m'a dit oui, effectivement, il y aurait moyen d'en faire quelque chose plus haut, quoi, de pouvoir le publier, et peut-être, moi je connais la directrice etc. de Hachette, peut-être éventuellement que vous pouvez lui proposer, on ne sait jamais. Du coup, moi je lui ai envoyé le document en format PDF et elle m'a recontacté 3-4 jours après pour me dire effectivement on peut en faire quelque chose, et justement, enfin c'est important. Ça lui tenait à cœur aussi en fait. Elle avait déjà, enfin elle avait beaucoup voyagé, donc elle savait qu'au Canada il y avait pas mal de témoignages tout ça, mais pas encore en France. Et du coup, entre guillemets, elle attendait quelqu'un qui propose ce type de témoignage. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et après, peu de temps après, j'ai créé ma propre association sur Nice. Donc ça, qui est officiellement créée depuis novembre 2013. Donc ça va faire bientôt 1 an. Et ça fait bientôt 1 an aujourd'hui que, voilà, qu'entre guillemets, j'en ai fait une sorte de combat personnel. Que j'interviens dans les établissements scolaires de toute la France, en fait. C'est-à-dire en fonction de ceux qui font appel à moi. Voilà, donc à la fois en primaire, en collège et en lycée, et que voilà, j'essaye de faire passer des messages à la fois aux victimes, donc en disant enfin que c'est très important de briser le silence, que si on n'en parle pas, malheureusement la situation peut pas s'arranger toute seule, elle peut que empirer. Et notamment, j'en ai pas parlé parce que moi j'y ai pas été confrontée, mais maintenant avec ce qu'on appelle le cyberharcèlement, donc avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, avec des sites type Facebook, type Ask. Enfin, il y a eu beaucoup de suicides, faut le dire, il y a eu beaucoup de suicides de jeunes en lien avec ces réseaux, parce que n'importe qui peut se cacher devant un écran, parce que c'est tellement facile en fait de balancer des insultes, de créer des pages à l'infini de quelqu'un en étant derrière son écran et justement en se camouflant derrière. Donc voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux, tout ça, ça a des impacts positifs, mais ça peut avoir des impacts extrêmement négatifs, et notamment là-dedans. Donc voilà, donc je mets en garde aussi par rapport à ça. Et qui font vraiment beaucoup de ravages, en particulier à la période d'adolescence et de période de fragilité, quoi. On prend les choses comme ça directement, enfin c'est vraiment redoutable. Et voilà, et également je parle aussi beaucoup du rôle des témoins. Je pense que c'est important aussi parce que sans témoins, sans spectateurs, sans PR, PIRS, il n'y a pas de harcèlement. C'est-à-dire pour qu'il y ait du harcèlement, il y a forcément des témoins qui sont autour. Et donc un témoin, il peut à la fois jouer un rôle négatif en ne disant rien ou en rigolant justement, en encourageant les faits de harcèlement, mais des témoins peuvent aussi à ce niveau-là jouer un rôle positif, alors soit en s'interposant directement, en essayant directement d'être un soutien à la victime, mais ça c'est pas forcément toujours évident, c'est courageux, il y en a qui y arrivent mais c'est pas toujours forcément évident, mais soit soi-même en tant que témoin en allant avertir un adulte de l'établissement, voilà, en disant même de manière anonyme, parce que souvent quand je dis ça en intervention, les jeunes vont avoir tendance à me dire oui, mais après on va passer pour une balance et tout. Mais je leur dis, vous savez, c'est pire de passer pour complice, parce qu'on est complice en ne disant rien ou en rigolant d'une telle situation, avec maintenant les conséquences que vous savez que ça a après sur la vie. Voilà, donc c'est important d'être solidaire justement de son camarade et d'aller en parler à quelqu'un, même de manière anonyme, à un adulte de l'établissement, pour dire voilà, j'ai observé que tel jeune dans ma classe ou dans mon établissement semble subir ça, il faut agir et faire quelque chose, quoi. Donc voilà, donc je passe différents messages voilà, comme ça auprès des jeunes. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qui fait malheureusement beaucoup de victimes, et parce que c'est fondé, enfin le harcèlement souvent c'est fondé sur la différence. Alors s'il n'y a pas de profitive victime, puisqu'on est tous différents, ça peut toucher n'importe qui en fait. Ça peut toucher autant l'élève, enfin c'est arrivé malheureusement, l'élève parfaite, qui va avoir les meilleures notes, qui va être physiquement au top. Bah, les autres vont être jalouses d'elle, donc vont organiser des manigances pour complètement la descendre, et malheureusement ça a donné lieu à un suicide il y a quelques temps d'une jeune fille de 13 ans qui justement était dans cette situation. Comme ça peut toucher une couleur de cheveux, enfin ça touche vraiment des choses qui sont absurdes, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, que je pense que la prévention, ça passe aussi au-delà des séquences effectivement qui sont très importantes de sensibilisation au collège et au lycée, mais par l'apprentissage du respect de la différence. L'apprentissage du respect de la différence, je pense aussi le fait de faire des activités coopératives aussi, donc qui soudent le groupe, je pense que c'est vachement important aussi, donc on peut vraiment prévenir ce phénomène de harcèlement, et je pense que c'est important voilà, d'en parler un maximum partout, tant qu'on peut, être vecteur de tout ça, que ce soit au niveau des... Enfin, chacun, je pense,
peut et doit jouer un rôle dans ce phénomène de harcèlement, en étant vigilant en tant que parent, en tant que personnel éducatif également. Je pense que c'est très important. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, et je pense que briser le silence, c'est quelque chose, une étape incontournable, parce que voilà, il y a trop de souffrance encore dans les établissements scolaires, quoi. Donc, parce que on a dîné ensemble là, donc ce soir. Et puis tu nous parlais aussi des expériences de médiation, c'est-à-dire des adultes qui transmettent justement la médiation aux jeunes pour intervenir dans le cadre. Tu pourrais nous en dire un peu plus ces expériences sur Nice, je pense. Effectivement, donc il y a effectivement comment ça peut passer la prévention, ça peut passer par la médiation. Donc effectivement, ce sont soit des professeurs qui sont formés à ça, soit des personnes qui vont être, qu'on va appeler médiateurs scolaires, donc qui vont, eux, former des jeunes. Donc par rapport au harcèlement, par rapport à tout ça, ils vont former des jeunes qui vont être références dans l'établissement, que ce soit dans les collèges, ça se fait dans les écoles primaires, collèges et même parfois lycées. Et ces jeunes en fait vont donc être particulièrement vigilants en fait à tout ça, et vont pouvoir intervenir en tant que médiateurs. S'il y a un conflit par exemple entre deux jeunes, s'il y a des faits de harcèlement, ils vont pouvoir être présents et avertir les adultes bien sûr. Mais aussi, pourquoi pas être là, s'il y a par exemple une médiation entre deux jeunes qui ne se comprennent pas forcément, ben, les deux jeunes vont être dans la pièce avec l'élève médiateur, et l'élève médiateur va interroger les deux jeunes et essayer qu'il y ait une compréhension et qu'ils puissent avoir ensuite de l'entendre. Donc c'est quelque chose qui a été pas mal expérimenté, qui est pas mal expérimenté depuis quelques années. Donc il y a des expériences qui ont été faites sur Nice. Et c'est quelque chose qui est, de manière générale, des résultats et des échos que j'ai pu avoir jusqu'à présent, assez efficace. Parce que c'est de jeune à jeune, du coup c'est différent que si c'est l'adulte qui parfois peut avoir un rôle un peu moralisateur, enfin, qui passe parfois moins bien pour certaines situations. Ben là, le fait que ce soit de jeune à jeune, ça fonctionne bien. Et comme je disais aussi, d'autres expériences aussi qui sont menées, c'est par exemple, donc j'ai eu écho également, par exemple dans un lycée, il y a tout un groupe de jeunes volontaires qui vont travailler sur la question du harcèlement, donc ils vont s'interroger, voir quels sont les différents supports qui existent et tout. Et ensuite, eux-mêmes, de venir faire de la prévention dans un collège, par exemple. C'est-à-dire ce groupe va créer toute une phase de sensibilisation, parfois d'1 heure ou 1 heure et demie, et va ensuite à son tour intervenir dans un collège. Et du coup, là, c'est pareil, le message passe bien parce que c'est de jeune à jeune, et du coup, le message est parfois plus facilement entendu, parce que les mots résonnent bien, parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est une expérience qui fonctionne pas mal bien. Alors, dans ton livre, là, il y a un moment donné, tu parles que tu as, en fin de compte, un contact avec une personne qui t'a harcelé. Et moi, j'étais très surprise parce qu'en fin de compte, la personne n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Tu peux nous raconter C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai été en lien avec une de mes anciennes harceleuses, donc celle par qui tout a commencé en 6e, que j'ai retrouvée en étant justement sur un réseau social, sur Facebook, que j'ai retrouvé. Enfin, il y avait des noms et des prénoms qui marquent à vie forcément, et en particulier quand on subit les conséquences encore une dizaine d'années plus tard. Et comme ça, un peu par hasard, enfin à ce moment-là, dans une période pas forcément très bien, j'ai tapé son nom et son prénom sur Facebook, et je suis tombée sur son profil en fait. Et à ce moment-là, il y a une grande vague vraiment comme de la rage un peu qui est revenue, quoi, parce que c'était finalement là à cause d'elle, entre guillemets, que tout avait commencé. Et j'ai commencé comme ça à cliquer sur envoyer un message, et j'étais là prête vraiment à envoyer un message de haine, quoi. Et finalement, c'est difficile à expliquer, mais ça m'a traversé à ce moment-là. J'ai fait la démarche de pardonner en fait. Plutôt que d'envoyer un message de haine, j'avais l'impression que si je pardonnais pas, ça allait continuer à me traîner, la rancœur, tout ça, ça allait continuer à me traîner jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que c'était un frein à ce moment-là aussi. Enfin bref, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message quand même bien senti, avec quand même ce que j'avais à dire, mais tout en faisant la démarche de pardonner. Et je m'attendais pas du tout, je m'attendais à rien après l'envoi de ce message. Et en fait, j'ai eu une réponse, donc j'avais envoyé le message à 1 heure et demie du matin. J'ai eu une réponse 6 heures après, en fait, à 7 heures du matin, ce même jour. Donc de cette fille qui, effectivement, débute son message en disant « Je ne me rappelle plus très bien ». Effectivement, elle disait je ne me rappelle plus. Bon après, en gros ce qu'elle disait dans le message, c'est que
qu'à l'époque, voilà, elle avait ses propres problèmes, enfin, elle avait vécu une souffrance, elle avait perdu son père, en fait, en gros, et que du coup, elle avait reporté la souffrance qu'elle avait, elle avait reporté sur moi. C'est comme ça qu'elle explique ce qu'elle dit, enfin, ce qu'elle explique ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est vrai que le début, dans beaucoup de témoignages c'est le cas, c'est-à-dire que autant les victimes vont garder en elles les séquelles des années et des années après, autant la personne qui a harcelé ne s'en rappelle plus très bien, puisque peut-être qu'elle a harcelé d'autres élèves aussi. Enfin, ça marque pas du tout pareil en fait, quoi, effectivement. Bon bah écoute, merci Noémia de ce témoignage. Donc moi je vous propose qu'on fasse une pause et puis vous allez penser un peu aux questions que vous allez poser à Noémia, et puis bon, le dialogue va s'installer, et puis donc là je vous propose un petit moment de pause. Donc on prend combien de temps? Un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure? Un moment suffisamment ça.